Nous allons voir ensemble les nouveaux risques auxquels devront faire face les banques dans les années à venir. Les risques sont déjà existants, certes, mais en perpétuelle évolution face aux nouvelles technologies et à la transformation continue des établissements bancaires. Ils évoluent et de nouveaux risques apparaissent, comme le risque technologique. Quelques risques liés à la profession bancaire. Donc il existe le risque de crédit, de marché, de solvabilité, de liquidité ou encore le risque juridique, qui sont constamment liés à notre profession. Concernant ces risques, une nouvelle manière a été mise en place afin de les réguler. Le comité de Bâle a été mis en place en 1974 suite à la faillite d'une société allemande qui a entraîné avec elle la chute de certains établissements bancaires. Nous avons donc dû faire face à une crise systémique, autrement appelée un effet domino. Avec la création de Bâle 1, le ratio Cook, les gouverneurs des banques centrales nationales souhaitent lutter contre ce risque systémique. Ce ratio Cook prend en compte le risque de crédit qu'encourent les banques à travers les octrois de crédit aux particuliers ou aux professionnels. Cette nouvelle recommandation, émise par le comité, oblige les banques à avoir au minimum 8% de fonds propres, c'est-à-dire des capitaux propres. Arrive ensuite Bâle 2, donc le ratio McDonough's, qui intègre au risque de crédit le risque de marché, juridique, ainsi que le risque opérationnel. Cette mise en place de ces recommandations est contrôlée par des services spécifiques directement en agence bancaire. En 2007 arrive la crise des subprimes. Cette crise engendre un renforcement de Bâle 2 et une différence entre capitaux propres et fonds propres s'effectue. Les capitaux propres sont des fonds que l'établissement bancaire a gagnés et qu'il ne doit pas, à l'inverse des fonds propres étant moins solides. Le renforcement du contrôle des risques engendre une hausse du taux plancher, qui était auparavant de 8% et qui est passé à 10%. On parle de recommandations car respecter la norme n'est pas obligatoire. Pourtant, si une banque manque à ses recommandations, des sanctions sont appliquées, comme par exemple l'augmentation de fonds propres. La création de Bâle 3 engendre une amélioration de la solvabilité, de la liquidité et limite les risques. Cependant, cela engendre également une augmentation de coûts en capital de l'activité bancaire, qui entraîne une hausse des taux de crédit et donc pèse sur la croissance. Aujourd'hui, Bâle 4 vient de rentrer en vigueur et sera mis en place début 2019 pour limiter les risques émergents. Les risques émergents proviennent de la mutation constante des banques, de l'évolution des risques technologiques qui sont liés avec notre profession. Il est donc nécessaire d'adopter une stratégie face à toutes ces nouvelles évolutions. Le monde bancaire est sans cesse amené à changer et il convient de s'interroger sur les raisons. Ces restructurations ne sont pas le signe d'une dégradation de l'exercice, mais d'un ajustement nécessaire, conséquence de la révolution numérique qui a aussi touché le monde de la finance. Les banques traditionnelles sont proies à de nombreuses difficultés, restructuration et suppression de postes. C'est le cas de HSBC, 466 postes annoncés supprimés d'ici 2018. La Société Générale, elle, a mis en place un plan de fermeture de 400 agences, soit 20% de leurs agences en France, soit un effectif total de 3000 personnes. Les banques doivent faire face à une concurrence multiple. Les banques en ligne, grâce à leurs offres qui sont chaque jour de plus en plus avantageuses, et les fintech, start-up du secteur de la finance, qui viennent aussi concurrencer et challenger de grandes institutions bancaires. La remise en cause par le consommateur, de moins en moins fidèle, de plus en plus exigeant. On assiste aujourd'hui à un taux d'attrition record, à une multibancarisation, ainsi qu'à une très forte utilisation des technologies digitales et une demande croissante de la personnalisation des services et de la relation. La réponse des banques, prendre en compte toutes ces problématiques ci-dessus évoquées. Concrètement, une mise à niveau sur le plan numérique des banques traditionnelles. Ainsi, pour ne citer qu'un exemple, HSBC a annoncé un plan d'investissement de 170 millions d'euros en France sur 3 ans, dont 80 millions d'euros qui seront alloués à la rénovation de ses systèmes informatiques et à l'acquisition d'un nouveau core banking system. Et 90 millions d'euros seront, eux, dédiés à la digitalisation des offres bancaires. Les banques sont confrontées à de nouveaux risques. De plus, les risques existants sont amenés à évoluer. De nouveaux concepts, l'open space.
L'open space, ou plateau ouvert en français, est un aménagement de l'espace de travail de plus en plus courant dans les entreprises. Comme son nom l'indique, il consiste à ouvrir les bureaux en les décloisonnant. Cet aménagement met fin à l'individualisme. Les espaces sont partagés et les équipements sont mis en commun. Aujourd'hui, 60% des entreprises françaises seraient aménagées en open space. Ses avantages. Si de plus en plus d'entreprises adoptent l'open space, c'est avant tout pour gagner des places et rentabiliser le mètre carré. Mais plus encore, les partisans des bureaux ouverts reconnaissent ses bienfaits, à savoir le gain de place, la convivialité au quotidien, une meilleure communication, rapidité et facilité des échanges, une meilleure réactivité. Le siège social du Crédit Agricole du Languedoc a récemment adopté ce nouveau concept des bureaux ouverts. L'open space est un des nouveaux risques auxquels les banques sont et seront confrontées. Il en ressort un manque de confidentialité certain. En effet, cette mise en commun des bureaux amène aussi une mise en commun du travail et des informations. La discrétion étant de mise, il en ressort une problématique certaine. Les informations sont-elles toujours en sécurité ? Le secret professionnel, qui est de rigueur en externe, l'est aussi en interne. Est-il toujours respecté ? Les sanctions, un phénomène nouveau. BNP, HSBC, Société Générale et bien d'autres ont fait face à des scandales bancaires ayant donné lieu à une amende qui atteignent ces dernières années des records en termes de fréquence et de montants à payer. Pourtant, les enquêtes conduites au sein des banques ont généralement montré que les fraudes datent d'un certain temps. BNP Paribas a été accusé d'avoir violé les embargos américains principalement en 2002 et 2008. On pourrait donc penser que les régulateurs, notamment les régulateurs américains, ont décidé récemment de passer à la sanction. Ainsi, après la crise financière de 2008, qui a mis en jeu les risques de marché, de crédit et de liquidité, c'est aujourd'hui le risque de conformité qui apparaît sous le feu des projecteurs avec un impact substantiel sur le résultat des banques. Une révision profonde de la manière d'opérer est en cours. La conformité a désormais un véritable pouvoir de blocage sur le business et la rentabilité. Ce phénomène relativement nouveau et dans le fond positif connaît pour l'instant quelques travers. L'intervention de la conformité n'est pas toujours adaptée, avec un manque de compréhension des contraintes au sein de l'entreprise. La conformité réclame des contrôles qui ne font pas toujours sens du point de vue de la relation commerciale ou qui bloquent certaines opérations, entraînant des délais et parfois la perte de clients. Un exemple typique, les documents toujours plus nombreux réclamés aux clients dans le cadre du KYC, Know Your Customer. Malgré tout, le business et la compliance apprennent à travailler ensemble et l'efficacité opérationnelle est déjà en cours d'amélioration. Pour s'assurer de l'efficacité opérationnelle, le business a toujours intérêt à se positionner et à définir lui-même de nouveaux process viables qui seront adaptés et acceptés par la compliance. C'est aussi un mouvement récemment observé. Une facture qui peut potentiellement être très élevée. Les évolutions décrites ont un impact sur les systèmes d'information et demandent un nouvel effort d'alignement des banques pour conserver des normes standards. Cela sera potentiellement très coûteux avant d'atterrir sur un système complètement automatisé. Au total, la facture inclut donc les amendes, les programmes de mise en conformité, les nombreuses créations de postes, la multiplication des contrôles, sans oublier la perte de rentabilité. Sous la pression récente des régulateurs, les banques rattrapent actuellement un retard accumulé. Lorsque les différents mécanismes de contrôle seront implantés et automatisés de façon optimale, il semble que les frais redescendront à un niveau raisonnable, du fait des progrès continus des systèmes d'information et des données toujours plus fiables et mieux ordonnées. Surtout, le seul véritable curateur est la prise de conscience collective, lente mais durable, amenée par le développement de programmes de formation et de campagnes de communication qui créent un environnement favorable. Renforcement de la réglementation et de l'organisation des banques, avec BAL 4. L'accroissement des exigences réglementaires sur les établissements bancaires et notamment les passages de BAL 2 vers BAL 3 et aujourd'hui vers BAL 4 oblige les banques à revoir et donc transformer à nouveau leur modèle opérationnel. Malgré une accalmie sur les marchés financiers
et une crise du marché bancaire moins présente, nous assistons à un accroissement réglementaire concentré. Alors que les établissements bancaires finalisent tout juste les adaptations liées à Bâle III sur les volets solvabilité et liquidité, de nouvelles évolutions réglementaires normatives viennent compléter ces premiers dispositifs, avec pour intention première de venir atténuer une potentielle crise future en renforçant la profitabilité et la solidité du secteur bancaire. Ces évolutions impactent essentiellement le dénominateur du ratio de solvabilité, et donc plus particulièrement le risque de crédit, le risque de marché ainsi que le risque opérationnel. Dans cette partie, nous allons étudier l'évolution des risques technologiques dus à la digitalisation des activités financières. La crypto-monnaie, c'est une monnaie dématérialisée qui s'échange par la blockchain. La blockchain, c'est son réseau central. Dans ce réseau, un ensemble de personnes s'allient pour réaliser une action sans passer par un tiers, donc autrement dit, sans passer par la banque. Chaque crypto-monnaie est liée à une technologie qui construit un projet. Et ces technologies peuvent passer par la blockchain. Il existe donc autant de crypto-monnaies que de projets qui émergent sur le réseau. Les crypto-monnaies vont se distinguer par deux caractéristiques, avec valeur ajoutée ou sans valeur ajoutée. C'est donc sur ce fondement que l'on distinguera la crypto-monnaie avec fort potentiel de retour sur investissement par rapport à une autre. Le Bitcoin a été créé par Satoshi Nakamoto en 2009. Il avait pour objectif de montrer que les échanges de flux de façon sécurisée et gratuite pouvaient se réaliser sans passer par un réseau bancaire. Donc, la blockchain devient un réel risque pour les banques et que les banques doivent anticiper. Cette crypto-monnaie peut s'échanger comme de l'argent sans passer par le biais de la banque. Un ensemble d'individus appelés mineurs présents au sein de ce réseau vérifie et certifie les transactions. Cet échange se réalise par un ordinateur qui mine le Bitcoin par une solution mathématique. Le mineur se prendra une légère marge, le coût est donc moindre par rapport à l'euro. Cette monnaie est utilisée comme un outil d'échange commercial aujourd'hui. Nous pouvons faire des achats de biens et de services sur Internet, car de plus en plus de personnes ont accepté l'échange du Bitcoin. Nous pouvons, par exemple, prendre l'exemple de eBay. Cette acceptation valide alors son utilité et sa liquidité. Ce réseau se substitue au réseau bancaire. C'est donc un nouveau risque auquel les banques doivent se prémunir pour les années à venir. Cependant, la réputation de cette monnaie semble négative encore aujourd'hui. Les gens la réfèrent au dark web. Et la technologie associée au Bitcoin présente aujourd'hui ses limites, ce qui en résulte d'une incertitude et d'une volatilité sur le marché financier. Le deuxième cas connu, c'est le cas de l'Ethereum. C'est à la fois une crypto-monnaie, mais aussi une technologie sous forme d'une plateforme. Et cette plateforme permet de créer des applications sur le réseau. Ces applications permettent de réaliser des missions de type bancaire, comme créer de nouveaux marchés, suivre des dettes, des paiements, échanger des crypto-monnaies, etc. Les projets qui naissent de la blockchain utilisent donc la technologie de l'Ethereum, ce qui lui donne sa valeur, et chaque projet qui prend de la valeur lui-même en transmet lui-même à l'Ethereum. Aujourd'hui, la crypto-monnaie apporte un réel risque sur l'inflation pour les banques. D'après Mario Draghi, directeur de la Banque centrale européenne, ce risque est plutôt limité, mais il a tout de même tenu à évoquer l'existence d'une accumulation de risques, qui pourrait poser problème d'ici quelques années. De plus, la Banque centrale a évoqué les risques inhérents à la nature déflationniste du Bitcoin, qui incite donc les individus à stocker de la valeur plutôt que l'utiliser pour la consommer. Enfin, elle appellerait à la mise en place aussi d'un cadre réglementaire solide autour de l'utilisation des crypto-monnaies. Celle-ci soulevant des inquiétudes, notamment au niveau du blanchiment d'argent, à la stabilité financière ou bien l'évasion fiscale et bien sûr à la criminalité. Selon une étude du coût de la cybercriminalité, le cabinet Cybersecurity Venture avance une augmentation de 5 550 milliards de dollars en 2021. Les banques et le secteur de la finance sont en général les premiers touchés par la cybercriminalité devant les administrations et les collectivités. La cybercriminalité est donc un des risques principaux auxquels les banques devront se prémunir demain. La CPR a donc défini la cybercriminalité. Pour citer, toute forme d'infraction réalisée au moyen de réseaux informatiques ou de systèmes d'information dans le but de porter atteinte aux données ou au système d'une institution. À titre d'exemple, nous pouvons citer le WannaCry ransomware, le logiciel de rançon. Dans ce logiciel, un pirate accepte, crypte des données et bloque leurs accès. Pour récupérer ces données, une rançon est demandée.
Donc les pirates demandent généralement un versement en Bitcoin afin d'être assurés d'une transaction anonyme, bien sûr. De grandes entreprises aujourd'hui et les institutions bancaires sont particulièrement visées par cette cyberattaque. Aujourd'hui, la cybercriminalité, risque opérationnel de base du système de base bancaire, a évolué vers un risque systémique. Le risque systémique bancaire, c'est le risque qu'un événement entraîne une cascade d'effets négatifs sur l'ensemble du système bancaire, pouvant donc occasionner une crise générale de son fonctionnement. L'évolution du risque informatique devient systémique par la combinaison de 3 facteurs. En premier, l'évolution de la nature du risque. Donc ça consiste aux attaques visant les équipements des clients, de type phishing, mais aussi les environnements informatiques des banques. Associés donc à la complicité des procédés. Donc là, nous pouvons évoquer le darknet, le social engineering, qui consiste à accéder à des informations confidentielles ou à certains actifs par la manipulation de personnes qui ont accès, donc c'est une escroquerie. Ou bien l'exploit kit, qui est une technique qui permet d'infecter les internautes par une simple visite d'un site web ou bien d'une publicité. Face à la complexification des procédés, la formation des employés bancaires aux outils informatiques n'est pas toujours adaptée. Le deuxième facteur est l'interconnexion entre les systèmes d'information. Donc là, nous pouvons parler de relations interbancaires, d'externalisation et d'outils systémiques directement utilisés, comme Internet, les réseaux, etc. Et un troisième facteur, l'innovation technologique et l'augmentation des prestataires. Donc là, nous allons parler de nouveaux intermédiaires comme les GAFA et de nouvelles technologies comme les fintech. Aujourd'hui, le cyberrisque engendre de réelles conséquences, d'atteinte à l'intégrité des données du marché, d'indisponibilité des services, de failles de confidentialité. Ce cyberrisque peut engendrer une réelle crise de confiance. Afin de faire face dans les prochaines années à ce risque opérationnel devenu risque systémique aujourd'hui, les banques doivent anticiper le cyberrisque. La nécessité de renforcer le fonctionnement et la sécurité du système d'information, ainsi que la formation des collaborateurs, semble une alternative à ne pas négliger pour faire face à cette évolution. Il est donc indispensable que les banques établissent de nouvelles stratégies. Le réseau est une logique organisationnelle, une relation coopérative et non hiérarchique. Elle permet de rendre compte de l'importance du rôle que peut jouer la logique coopérative du réseau dans la compétitivité des entreprises. Ce processus correspond à la capacité des organisations à transformer la structure des actifs auxquels elles ont accès dans des environnements changeants. Cette capacité concerne les ressources internes et les ressources externes. En interne, elle permet l'autonomie locale et suffisante, un partage et une diffusion des ressources en adéquation avec un environnement en mouvement continu. En externe, cette capacité repose sur une maîtrise informationnelle, mais aussi sur le tissu relationnel de l'entreprise qui lui permet de réactiver les liens souples afin de répondre aux besoins nécessaires des ressources et compétences sans cesse renouvelées. La combinaison des connaissances et de l'innovation en résulte. Elle se place alors au niveau du réseau et non simplement dans l'appropriation de la connaissance par un acteur focal. La sécurité doit être réadaptée régulièrement, car les fraudes sont une menace pour le système bancaire et ses clients. Les banques ont mis en place le 3D Secure, qui permet de réceptionner un code d'authentification par SMS, la carte à cryptogramme dynamique. Les sites sécurisés, quant à eux, garantissent une connexion sur le cryptage des données confidentielles grâce au HTTPS et au cadenas qui les précèdent. La Fédération française de banques a édité un guide de bonnes pratiques à appliquer et à diffuser dans les entreprises pour éviter tout risque de fraude. Les banques réalisent chaque année d'importants investissements pour maintenir un degré de sécurité élevé des systèmes et respecter les nouvelles réglementations nationales et européennes. C'est ce qui montre les résultats de l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement, piloté par la Banque de France. En 2015, l'Observatoire a constaté une baisse de la fraude pour les paiements par carte avec un taux de fraude à 0,040% contre 0,043% en 2014. C'est la première fois depuis sa création que la fraude se réduit sur les 3 grandes familles de transactions, les paiements au point de vente, les retraits et les paiements à distance. Le taux de fraude sur les paiements au point de vente s'établit ainsi à un niveau historiquement bas, à 0,009%, tenant compte du taux de fraude sur les paiements sans contact qui s'établit
à 0,019%. L'Observatoire souligne que la faiblesse de ces taux de fraude confirme la sécurité de ce moyen de paiement, en précisant que les fraudes ont pour unique origine le vol ou la perte de carte. Le renforcement de la sécurité sur les paiements par carte à distance est un sujet sur lequel les banques travaillent en permanence. Le devoir de mise en garde du conseiller protège les emprunts contre les risques découlant de la souscription d'un prêt qui pourrait excéder leur capacité de remboursement. La Cour de cassation a mis à la charge des établissements de crédit un devoir de mise en garde qui les oblige à vérifier l'aptitude du client à rembourser le crédit consenti au regard de ses capacités financières au jour de sa souscription. Lorsque l'emprunt est sollicité par plusieurs co-emprunteurs, la banque apprécie globalement les ressources de ceux-ci et non pas séparément pour chaque emprunteur. Les banques se doivent d'examiner la situation financière du client ainsi que son aptitude, présente et à venir, à rembourser le crédit consenti et d'attirer spécialement son attention sur les risques en découlant. La banque doit s'assurer que la capacité de remboursement prévisionnelle de l'emprunteur permettra de faire face normalement aux charges consécutives à l'ensemble de l'endettement prévu. Le devoir d'information porte sur les conditions de l'opération projetée. Il s'agit d'une obligation de renseignement. Lorsqu'il existe déjà entre le banquier et le client une relation contractuelle à travers l'existence d'un compte bancaire, ce dernier a aussi envers le client une obligation d'information. Le banquier devra informer son client sur les risques qu'il encourt s'il exécute telle ou telle opération en relation avec son compte bancaire, surtout en matière d'octroi de crédit. Toutefois, l'obligation d'information se module en fonction de la qualité du co-contractant et de la nature de l'opération. L'obligation de s'informer permet d'assurer que le service proposé répond aux objectifs d'investissement du client, que ce dernier est en mesure de faire face aux risques liés à la gestion du portefeuille et enfin qu'il possède l'expérience et les connaissances nécessaires pour comprendre et approuver les risques inhérents au service proposé. Pour conclure, la constante mutation des banques de détail, donc via des nouveaux concepts comme l'open space par exemple, entraîne un risque de confidentialité, de conformité et un risque d'image, puisque toutes ces nouvelles évolutions touchent directement la clientèle. Cette lutte face aux risques se caractérise par un renforcement de la réglementation, donc BAL 4, mise en place en 2019, et par l'organisation des banques qui renforcent leur réglementation en termes de conformité. L'évolution des risques technologiques se matérialise par les risques internes, tels que donc les risques opérationnels qui peuvent provenir des conseillers ou des bugs informatiques, mais également par des risques externes dont l'utilisation par les pirates du web est croissante, le phishing, le piratage ou bien les fraudes. Des stratégies ont donc dû être mises en place. Le renforcement de la sécurité est constant. Jour après jour, les collaborateurs compétents découvrent de nouvelles failles et font en sorte qu'elles n'existent plus. On constate donc une évolution permanente de notre société. Les banques sont désormais dans l'obligation de mettre en place des stratégies pour lutter contre l'apparition de ces nouvelles fraudes, qui sont majoritairement dues à cause de la mondialisation économique et du commerce international. Le rôle du conseiller, on peut donc parler de conseiller digital, est primordial, car il est nécessaire que ce dernier s'informe et informe les clients afin d'améliorer la lutte contre les risques.